nos voisins vers l'Europe du Sud notamment qui souffrent avec cette question. Y a-t-il un plan des 27 pour une Europe plus habitable, alors que peut-être justement notre Europe sera de moins en moins habitable dans les décennies qui viennent. Pour en parler sur notre plateau, à ma droite, Mathieu Ozano. Bonjour. Vous êtes directeur du Shift Project. À votre côté, Arnaud Gossement. Bonjour. Vous êtes avocat en droit de l'environnement et professeur associé à Paris 1. Neil Makarov. Bonsoir. Vous êtes directeur du think tank européen Strategic Perspective et expert à la Fondation Jean Jaurès. Et puis à vos côtés, Aaron Tanzit, journaliste bien connu de nos téléspectateurs. Vous êtes journaliste climat pour notre rédaction. Alors, Aaron, justement, on va débuter cette discussion par une image que, Aaron, vous nous avez apportée tout à l'heure. Regardez cette image absolument incroyable, édifiante. C'est au Portugal. Ça s'appelle, Aaron, vous allez nous en parler, un nuage rouleau. Il fait près de 150 km de long. Franchement, on dirait presque des images dignes d'un film d'Hollywood catastrophe ou science-fiction, quoi. De fin du monde où là, véritablement, on est au-delà de la réalité. Pourtant, c'est bien la réalité. Ça s'est passé hier du côté du Portugal, à Cabo da Roca. On est à une quarantaine de kilomètres de Lisbonne. Et cela s'appelle un Arcus long de 150 kilomètres. Alors, c'est un phénomène rare, parfois effrayant. Vous le voyez ici. Il a été amplifié par un phénomène météorologique, la chaleur. Donc, la chaleur qui s'est invitée sur le sud de l'Europe. Au Portugal, on a battu également des records pour un mois de juin, plus de 46 degrés enregistrés, notamment près de Lisbonne, à Mora, 46,6 degrés, c'est un record de chaleur. Et cette chaleur a alimenté justement ce nuage. On a eu un conflit de masse d'air avec un air brûlant qui est venu de la Terre et puis un air océanique beaucoup plus frais qui est venu de la mer et qui a donné cet Arcus qui est impressionnant, mais inoffensif. Il a donné quelques bourrasques de vent. Il n'y a pas de pluie sous cet Arcus, donc il n'y a pas eu de victimes, pas de dégâts à déplorer. Et on a vu même des gens qui partaient en courant, ils ont cru à un tsunami. Oui, c'est un peu des images. On est effrayé, effectivement, dès qu'on voit ce genre d'image, où on se dit qu'est-ce qui va nous arriver sur la tête. C'est un phénomène qui est quand même assez rare, hein, parce que connaître de telles températures, même au Portugal qui est habitué, là on a dépassé les 46 degrés, on était à 44 degrés encore hier du côté de Lisbonne, c'est très rare, et donc on peut avoir ce genre de phénomène. Donc c'est tout simplement une masse d'air, une confrontation de masse d'air, l'air chaud brûlant qui vient de la Terre. On le voit ici, les gens qui quittent la plage par peur, hein. Faut pas. Et puis on voit ces bourrasques de vent avec des vents qui ont été enregistrés à 80-100 km/h. Et on voit ce nuage complètement long qui est à 150 km/h, à 150 km étendu sur la plage ici au Portugal. Mais je vous le rappelle, inoffensif. Il y a très peu de pluie en dessous. Donc il n'y a pas eu de victimes à déplorer. Alors, on va ouvrir ce débat-là, inoffensif, comme le disait Aaron. Mais quand on voit ces images-là, est-ce que les Européens ont oublié que c'était quelque chose dans lequel on entrait? Est-ce qu'il va falloir s'habituer à ça, Naïl, par exemple? Les Européens font face clairement aux impacts du choc climatique. Alors là, on le redécouvre avec cette grande vague de chaleur qui touche en effet le sud de l'Europe, la France, également la Belgique et les Pays-Bas. Mais à l'automne dernier, vous aviez eu des inondations massives en Émilie-Romagne, en Italie, à Valence, en Espagne. Il ne faut pas oublier que 300 personnes ont trouvé la mort dans ces inondations en Espagne, mais aussi en Pologne, en Hongrie. Donc on voit que aucun Européen aujourd'hui n'est vraiment épargné par les impacts du dérèglement climatique. C'est une cause qui est véritablement commune au continent parce que l'Europe est le continent qui se réchauffe 2 fois plus vite que le reste du globe et les impacts sont évidemment amplifiés. Arnaud, je sais que vous êtes un avocat passionné dans le droit de l'environnement. Ça, pareil, ça doit réveiller les consciences ou est-ce qu'on est toujours dans une petite paresse de l'illusion peut-être? Alors l'Union européenne n'est pas le pire élève à l'échelle de l'histoire, hein, puisque à partir du moment où on a commencé à parler d'objectifs plus contraignants pour lutter contre le changement climatique dans les années 90, avant de se doter d'une grande convention internationale en 92, l'Union européenne a commencé à avancer, à agir, à se doter de réglementations pour avancer. De 1990 à 2023, elle baisse d'ailleurs de 37% ses émissions de gaz à effet de serre, et elle fait bien, puisque l'Europe, il faut le rappeler, je ne suis pas météorologue, mais ils le disent souvent, c'est le continent qui se réchauffe le plus vite actuellement, et parmi ces pays de l'Union européenne, la France est la plus mal placée aussi en termes de vitesse. Même si on a fait des efforts peut-être un peu plus que d'autres, c'est ce que vous disiez. Alors, le problème, c'est qu'on s'est fixé beaucoup d'objectifs, mais que depuis quelques années, nous décélérons. Et nous décélérons au pire moment, c'est-à-dire au moment où nous rentrons dans le dur, c'est-à-dire au moment où il va falloir changer nos comportements, nous, Européens. Jusqu'à présent, on prenait des mesures qui n'affectaient pas directement les citoyens européens dans leur vie. Et là-dessus, tous les pays de l'Union européenne ont à peu près les mêmes règles de droit pour lutter contre le changement climatique. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on arrive
dans le dur, c'est-à-dire à un moment où il faut encore plus accélérer, mais en prenant des mesures de plus en plus impopulaires. Et c'est là qu'on commence à caler. L'Union européenne décélère un peu. La France fait 1,8% par an depuis 2 ans, alors qu'elle devrait en faire le double. Donc là, aujourd'hui, on rentre dans le dur, alors même que l'Union européenne, effectivement, était un petit peu en avance. Avant même l'accord de Paris, en 2014, le Conseil européen avait décidé d'un objectif important. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a cet objectif de réduction de 55% de nos émissions entre 2030 et 1990. Mais même cet objectif aujourd'hui est remis en cause. Il est remis en cause notamment par la France, puisque Emmanuel Macron, lors du dernier Conseil européen, a proposé de retirer le dernier échelon avant 2050. On sait que pour parvenir à la neutralité carbone en 2050, il faut réduire de 90% en 2040. Et bien cet échelon-là, qui nous permettrait d'avoir une trajectoire, la France aujourd'hui propose de ne pas la retenir. Donc voilà, il y a des voies en Europe, malheureusement la France aussi, pour décélérer au moment où il faudrait plus que jamais accélérer pour non pas échapper à ça, mais faire en sorte que ça ne s'amplifie pas trop et qu'on s'adapte autant que possible avant qu'on ne puisse plus s'adapter du tout. Mathieu Ozano. Ouais, ça s'appelle un refus d'obstacle. Si je résume ce que dit Arnaud, c'est un refus d'obstacle. Faut pas avoir écouté ce qui se passait dans les négociations climatiques depuis 25 ans, depuis une génération, pour être étonné de la situation dans laquelle on est. Donc on procrastine de plus en plus, voire maintenant on refuse l'obstacle. Vous savez, comme dans les courses hippiques, on voit arriver l'obstacle, on sait qu'il est là, on voit qu'il est haut. Arriver à s'adapter à un monde qui est en train de changer, un climat qui est en train de changer, tenter de diminuer les causes de ce réchauffement, ce sont des engagements qui sont pris par l'Union européenne, effectivement, qui est plutôt à la pointe de ces engagements depuis maintenant un quart de siècle. Depuis 1997, le protocole de Kyoto, ça fait 25 ans, plus de 25 ans maintenant, qu'on prend des engagements pour diminuer la cause du problème, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre. Et à mesure qu'on retarde l'échéance, on a un second obstacle qui s'appelle le climat, l'impact du réchauffement climatique. Ça y est, on y est, c'est concret. Depuis peut-être la canicule de 2018, pour la plupart des gens, c'est OK, c'est en train de se passer. Et qu'est-ce qui se passe? On procrastine et on évite l'obstacle là-dessus aussi. La France avait un plan d'adaptation au réchauffement climatique qui sort maintenant, qui sort tronqué, plus tard, etc. On est dans la situation d'un malade à qui on a répété « Monsieur, il faudrait arrêter de fumer. On vous le dit. À un moment donné, ça va créer des problèmes. On vous le dit depuis des années. » Voilà. Donc là, maintenant, on est en train de rentrer dans ce monde-là. Et soit on va subir une évolution inexorable, soit, et je pense qu'il y a encore moyen de réagir, soit on s'y colle et on saute cet obstacle. Je vous prends au mot sur votre analogie médicale. Il y a 10 jours, on avait sur ce même plateau fait justement toute une page après qu'un collectif de scientifiques ait dit voilà, on n'arrivera pas. L'objectif de l'accord de Paris, limité à 1,5 degré, est désormais inatteignable. Est-ce qu'il n'y a pas le risque que les gens se disent aujourd'hui, voilà, de toute façon, foutu pour foutu, allons jusqu'au bout. De toute façon, j'ai un cancer, je vais fumer jusqu'au bout, plus m'emmerder, et on y va. On y est. Vous pensez qu'on est à cette, forme de désespoir, de renoncement? Je dirige une petite organisation qui tâche de développer une méthode thérapeutique, si on continue sur cette métaphore. Il y a toutes sortes de choses à faire pour s'adapter au réchauffement climatique. D'une part, c'est vital, on le voit, pour les vieux, pour les gens qui ont une santé fragile, en ville, ceux qui n'ont pas... Et diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. C'est souvent la même chose. Les deux voies thérapeutiques se rejoignent. Par exemple, isoler les bâtiments. Isoler les bâtiments, ça permet d'économiser de l'énergie. On va en parler dans notre deuxième partie sur la climatisation. Et puis, ça permet de simplement d'arriver à vivre dans un habitat qui reste confortable. Tout ça, le plan de montage est prêt, la caisse à outils, elle est là, elle est développée par des organisations comme celle que je dirige depuis des années et des années, mais simplement on a aujourd'hui une classe politique qui semble n'a rien avoir compris au film et qui, faute de voir comment s'y prendre, oublie le pourquoi on a pris ces engagements climatiques. Et si on continue comme ça, c'est la recette de la catastrophe. Et moi, je suis pas résolu à ça. Alors, on va juste retourner sur le terrain et vous allez réagir juste après. On va voir justement ce qui s'est passé, je vous en parlais depuis le début, chez nos voisins européens, de l'Italie à la Turquie. Regardez ce sujet de Benjamin Delombre et on en reparle juste après. Comme 15 autres villes d'Italie aujourd'hui, Rome est en alerte canicule. Et ces volontaires de la Croix-Rouge, postés tout près du Colisée, ne manquent pas de travail. Là, il y a une dame qui ne se sent pas très bien. Elle a du mal à marcher. On va aller voir. Il fait plus de 35 degrés
cette touriste américaine est proche de perdre connaissance. Oh, j'ai besoin de m'asseoir. L'équipe la guide jusqu'aux tentes que l'organisation a installées dans plusieurs points stratégiques de Rome. Elle est l'une des nombreuses touristes prises en charge aujourd'hui. On a eu des interventions de tout type, des coups de chaud, mais également des évanouissements. Et puis on a aussi distribué de l'eau. En Turquie, les fortes chaleurs, 36 degrés à Izmir, et des vents dépassant les 100 km/h ont fait naître des incendies dans l'ouest du pays. Les pompiers et les habitants tentent de repousser les flammes, parfois sans succès. 50 000 personnes ont dû être évacuées. Près de 200 maisons ont été détruites, notamment dans ce village du centre du pays. Le feu est arrivé brusquement et s'est engouffré partout en un clin d'œil. Il y avait les récoltes. Les flammes sont sorties de la grange à foin. On n'a rien vu. En Turquie, les vents violents qui attisent les feux de forêt pourraient faiblir d'ici demain. Mais la canicule, elle, devrait durer au moins une semaine encore. Mais Aaron, les populations en Europe commencent à prendre conscience de cette répétition de ces épisodes extrêmes, ou on le prend toujours comme voilà, un épisode, justement. Non, dans les sondages d'opinion, on voit que 86% des Européens, et c'est très largement partagé sur le continent, estiment que le dérèglement climatique est une menace sérieuse. Donc on voit qu'il y a un vrai écart entre, en effet, le monde politique qui finalement s'occupe de moins en moins de la question de la transition, et l'opinion publique, les opinions publiques européennes, qui, elles, restent extrêmement préoccupées par la question du climat. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce n'est pas un luxe de faire la transition écologique en Europe. On est un continent sans gaz ni pétrole, ce qui veut dire que si on doit alimenter nos usines, nos transports, notre chauffage, on le fait en important du gaz, du pétrole et du charbon, notamment de Russie, des États-Unis, d'Arabie Saoudite. Et la transition écologique, c'est notre filet de sécurité énergétique. Et donc, pour les Européens, faire la transition, ce n'est pas seulement un supplément d'âme pour le climat, c'est aussi une question de souveraineté énergétique et de souveraineté industrielle. Ouais. Parce qu'on est rentré maintenant dans une course internationale à l'industrie de la transition. La Chine est largement devant. Elle a fait de la décarbonation un plan d'industrie verte et elle inonde le marché mondial avec des panneaux photovoltaïques, des batteries. L'Europe peut encore rattraper le coup, créer les emplois sur son territoire et ça se fera que grâce à la transition écologique. Donc, ralentir aujourd'hui, ça serait contre-productif non seulement pour le choc climatique que nous sommes en train de subir, mais aussi d'un point de vue industriel, économique et de sécurité, parce qu'autrement, on alimente la machine des nouveaux empires des fossiles que sont la Russie, mais aussi les États-Unis de l'administration Trump. Oui, mettre en sécurité également les populations, puisque aujourd'hui le réchauffement climatique tue. Il y a une récente étude espagnole qui montre qu'en 2023, 50 000 citoyens européens sont décédés à cause des fortes chaleurs. Encore le week-end dernier, en Espagne, on a dépassé les 46 degrés en Andalousie, un record pour un mois de juin. On a pu comptabiliser, hélas, 2 victimes, une employée à Barcelone, un employé du BTP du côté de Cordoue, qui sont décédés certainement à cause de ces fortes chaleur, avec des syndicats qui sont montés au créneau pour rappeler qu'il y a des règles qui ont été mises en vigueur depuis 2023 en Espagne, en demandant aux employés et surtout aux employeurs de mettre en place de nouvelles règles et des restrictions, notamment sur les horaires, commencer bien plus tôt, même couper la journée peut-être plus longue et puis recommencer un peu plus tard dans la soirée, mettre à disposition aussi des bouteilles d'eau, comme aussi on peut faire aussi en France. C'est un décret qui est appliqué depuis seulement hier en France. On a vu aussi en Italie un mort aussi qui est venu sur un chantier. On voit qu'aujourd'hui, le changement climatique et surtout ces fortes chaleurs tuent. Donc, à un moment, il va falloir réagir. Alors, on va tout de suite traverser l'Atlantique, prendre la direction de Washington. On va vous retrouver Franck Genozo. Bonsoir, vous êtes notre correspondant aux États-Unis. Franck, vous vivez dans ce pays, vous le ressentez vraiment, vous ressentez tous ces épisodes climatiques extrêmes. Est-ce que les Américains sont finalement plus habitués que nous en Europe et donc finalement moins attentifs à ces épisodes extrêmes ? Alors pour la petite anecdote, Loïc, à l'instant même où je vous parle, on a reçu une alerte aux orages violents. Alors c'est assez régulier à cette saison ou pendant l'été ici aux États-Unis, mais ces orages, ces événements climatiques, ils sont de plus en plus fréquents et de plus en plus violents. Pour preuve, eh bien, ce ciel noir qui est venu derrière moi recouvrir la Maison-Blanche et le National Mall ici à Washington. Mais c'est vrai que la ville dont on parle le plus ici en matière de réchauffement climatique, c'est une ville que vous connaissez bien, Loïc, c'est la ville de Phoenix. Et figurez-vous qu'hier, à Phoenix, on a encore battu un record, un triste record.
46 degrés un 30 juin. Ça n'était tout simplement jamais arrivé. Et des tristes records, la ville en bat désormais très régulièrement chaque année. En 2024, eh bien 2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée à Phoenix, qui est située dans l'État de l'Arizona. Accrochez-vous bien, Loïc, 70 jours dans l'année à plus de 43 degrés et surtout 113 jours d'affilée au-dessus de 100 degrés Fahrenheit, c'est environ 37 degrés. Ça fait presque 4 mois de canicule d'affilée dans l'Arizona et cela a des conséquences. 645 morts rien que l'an dernier à Phoenix, ça aussi c'était un record et ce record, ce triste record, il a même été battu durant 7 années d'affilée. Il faut savoir que les services de secours là-bas ont même désormais recours à ce qu'on appelle des civières rafraîchissantes, des espèces de body bags dans lesquelles on met les gens qui ont eu une insolation et qu'on couvre de glaçons pour pouvoir leur permettre de récupérer un peu. Des mesures ont été prises dans la ville là-bas avec notamment l'installation de nouveaux espaces verts ou des revêtements sur les routes, sur les toits qui sont censés réfléchir, renvoyer la chaleur et la lumière. Mais avec le réchauffement climatique, la situation ne devrait pas s'améliorer à court terme et la ville pourrait très vite devenir invivable, notamment pour les plus jeunes et pour les personnes âgées. Franck, rapidement, parce que je vois que c'est vraiment le déluge derrière vous. Allez vous mettre à l'abri si jamais on vous prend trop de temps. Est-ce que depuis Donald Trump, vous sentez un recul? Alors déjà que la conscience américaine sur le climat était peut-être pas aussi aboutie qu'en Europe, mais est-ce que depuis Donald Trump, il y a encore un cran en arrière? Alors on peut clairement dire, Loïc, que la lutte contre le réchauffement climatique n'est pas une priorité du gouvernement Trump et c'est même un euphémisme. Vous entendez encore la tempête qui s'abat derrière nous. La nouvelle administration a même méticuleusement défait ou annulé un certain nombre des lois qui avaient été passées par l'administration précédente, l'administration Biden, en matière d'écologie. Les États-Unis, par exemple, se sont retirés de l'accord de Paris sur le climat et Donald Trump, vous le savez, ne jure que par les hydrocarbures dans un pays où, vous l'avez dit, Loïc, la conscience écologique est en quelque sorte très en retard par rapport à l'Europe, aux États-Unis. Vous avez l'habitude, les chambres d'hôtel sont par exemple souvent réglées sur 17 degrés et il faut ne jamais oublier sa petite laine quand on va au restaurant, même en plein été, parce que là-bas aussi la clim est souvent très forte. Exemple personnel, dernière petite anecdote, Loïc, sur ma consommation énergétique, parce qu'avec mes réflexes d'Européen, sans être un absolutiste de la lutte contre le réchauffement climatique, avec mes réflexes d'Européen, je fais partie ici des très bons élèves et la société d'électricité du Maryland, où je réside, m'envoie très régulièrement des lettres de félicitations en me disant que je ne consomme pas beaucoup d'énergie et que je fais notamment partie des 8% de consommateurs qui consomment le moins pour des logements de la taille de la petite maison dans laquelle je réside. Preuve que mes réflexes, et notamment par exemple tout bêtement mettre la climatisation sur 25 au lieu de la mettre à 18 quand cela est nécessaire, ça n'est pas largement partagé au sein de la population américaine. Et sur ça, il y a ici énormément de progrès à faire. Merci beaucoup, Franck. Rentrez vite, vous mettre à l'abri. Merci d'être resté avec nous aussi longtemps. Neil, quand on entend Franck Genozo, on entend ce qui se passe aux États-Unis. J'ai une question un petit peu naïve. On oppose souvent un peu l'Europe un peu plus vertueuse que nos amis américains dans leur gros 4x4, la Climafond. Mais enfin, il y a toute l'Asie qui s'équipe en climatiseurs, des énormes pays, l'Inde, la Chine, l'Indonésie. Est-ce que l'Europe n'est pas un peu isolée dans ses tentatives d'être un peu plus vertueuse que les autres? Alors c'est vrai que l'Europe a plus baissé ses émissions de gaz à effet de serre que le reste du monde. Et là d'ailleurs l'administration Trump, entre guillemets, sort complètement de l'histoire et rate l'opportunité industrielle de la transition qu'elle laisse évidemment à la Chine. Mais si vous regardez véritablement nos engagements climatiques, aujourd'hui il y a deux acteurs qu'on regarde en particulier lors de ces 10 ans de l'accord de Paris, c'est l'Union européenne et la Chine qui ont promis de se coordonner dans leurs efforts de baisse de leurs émissions de gaz à effet de serre, d'où l'importance aussi d'adopter cette nouvelle loi climat européenne avec un objectif de moins 90% d'émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2040. C'est pas pour dire que les Européens font plus, c'est aussi pour avoir un effet d'entraînement vis-à-vis du reste du monde et en particulier de la Chine qui regarde de près ce qui se passe à Bruxelles, à Paris, à Berlin en termes de décarbonation, parce que à la fin des fins, c'est non seulement la crise climatique qu'on essaye de réduire, mais aussi tout un plan industriel des technologies de demain. Et la Chine veut vraiment être au premier rang de cette nouvelle révolution industrielle verte.
Arnaud, Mathieu, quand on parle aussi des impacts sur les populations, notre population française, quand Emmanuel Macron dit avant de penser à la fin du monde, il faut penser à la fin du mois, ça vous fait réagir comment? Ça veut dire qu'il faut surtout pas opposer les deux. Les deux sont absolument liés. Si vous permettez, juste avant de développer, de rebondir sur ce que vous avez donné comme information sur les fameux 1,5 degrés qui ne seraient plus atteignables. Alors c'est vrai qu'ils risquent de ne pas être atteignables. On sera ce que disait un collectif de scientifiques il y a une dizaine de jours. Voilà, mais si on lit vraiment la totalité du communiqué, d'abord, on saura définitivement en 3 ans, mais surtout, chaque degré compte, chaque pouillème de degré compte. Donc, peut-être qu'1,5 ne sera pas possible, mais 1,51, 1,52, 1,53, ça reste encore dans le scope. Et il faut se donner comme objectif de le plus possible de ne pas atteindre ces fameux 2 degrés de réchauffement global, parce que là, on va rentrer dans l'irréversible et dans l'inéluctable. Deuxième petite remarque. Là, vous allez dans le sens peut-être de ne pas décourager les gens. Non, surtout pas. Le climato-fatalisme nous guette. On a dépassé les 1,5 degrés, c'est fini. Les mouvements d'extrême droite qui, malgré tout, aujourd'hui en Europe, c'est vrai qu'on parle des Européens, malheureusement, on a un point commun avec les États-Unis, c'est que les victimes du changement climatique n'en tirent pas les conséquences. Il y a déjà eu des études de sciences politiques qui montrent que dans les zones dévastées, les gens se tournent vers des mouvements conservateurs et pas du tout vers des mouvements écologistes qui leur parlent du climat, etc. Ils ont déjà souffert, ils n'ont pas envie de ressouffrir en écoutant des mauvaises nouvelles. Donc en réalité, il ne faut pas penser que parce qu'on est de plus en plus exposé à ce genre de phénomène, aux conséquences du changement climatique, ça ira mieux. Regardez en Europe, par exemple, aujourd'hui, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, le Parlement européen vote ou recule sur un certain nombre de législations qui étaient indispensables pour lutter contre le changement climatique. C'est une véritable catastrophe. La directive sur le devoir de vigilance, la directive sur la comptabilité verte, la directive sur le greenwashing, etc., etc. Tous ces textes aujourd'hui sont soit retirés, ce qui est assez historique, soit mis à l'arrêt, soit pire, votés et simplement pas exécutés. Et pourquoi ? Parce qu'on a aussi voté pour des mouvements politiques qui sont à l'origine de cela. Et ces mouvements politiques, curieusement, pour revenir à votre question de départ, lorsqu'ils disent qu'ils opposent, qu'ils privilégient le social à l'écologie comme s'il y avait une contradiction, en réalité, ils vont tirer sur l'écologie et prendre des mesures clairement antisociales qui vont profiter à un pouillème de la population privilégiée qui ne sera pas la plus exposée, la plus victime du changement climatique. Selon une étude de Santé publique France, d'un dernier mot, et on en reparlera juste après. Il y a le rappel 84% des communes admettent aujourd'hui que lorsqu'il y a des vagues de chaleur comme ça, elles ne sont pas préparées, par exemple, à venir en aide aux plus vulnérables, c'est-à-dire aux sans-abri. Les mettre dans des registres, les contacter, ouvrir des centres d'hébergement. Ce qui se passe en ce moment, elles ne sont pas préparées pour cela. Et là, les conservateurs anti-écolos, qu'est-ce qu'ils proposent ? Rigoureusement rien.